il a lancé aujourd'hui une initiative populaire fédérale pour justement changer certaines modalités d'élection ou de désignation du Conseil national. Donc Charlie va donner une introduction, expliquer exactement de quoi consiste son initiative. Ensuite, on a pensé pour finalement organiser la discussion, le débat, donc aussi avec vous bien sûr. On s'est dit qu'on allait essayer d'utiliser le tirage au sort un petit peu déjà dans le débat. Donc on a chacun fait une liste de mots-clés quelque part qu'on pensait être pertinents par rapport à l'initiative de Charlie. On les a écrits sur des bouts de papier, on va les mettre dans cette boîte et ensuite on va les tirer les uns après les autres et essayer de voir qu'est-ce qu'on arrive à en tirer. Par contre, ce qu'on va faire, il y a aussi ici, voilà, il y a des blocs de papier et des stylos. Que peut-être que je peux vous faire circuler, déjà dans le public. L'idée est que Charlie va d'abord présenter brièvement l'initiative, de quoi il s'agit. Ensuite, je vais vite lire les mots-clés auxquels on a pensé. Et ensuite, vous, si vous avez des idées, si vous pensez qu'il y a des mots-clés qui manquent ou il vient des choses, vous pouvez les écrire sur ces bouts de papier, on les rajoute dans la boîte et puis on les mêle au tirage au sort. Et ensuite, on tirera un mot-clé après l'autre, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces mots-clés et en relation à ce que propose Charlie. D'accord? C'est clair? Problème? Voilà, vas-y, je t'explique. Alors, merci d'être venu pour cette discussion. Quand j'ai vu le spectacle de Christophe, c'est vrai qu'au début, les gens me disaient pour mon initiative, c'est vraiment la révolution, tu veux proposer des choses qui vont changer tout. Et après, j'ai vu le spectacle de Christophe et je me suis dit, mais finalement, je vais avoir ridicule avec ma petite idée là, parce que finalement, je ne change pas grand-chose par rapport à sa proposition. Donc la proposition concrète, puis donc c'était un peu la démarche aussi dans ce cadre-là, d'avoir un artiste qui fait un travail artistique, mais qui travaille aussi sur la société. Et puis il y a une rencontre avec un projet concret. Et donc c'est moi, là, actuellement, avec d'autres personnes qui sont aussi dans la salle et ailleurs. Et puis le projet en fait est tout simple et se base uniquement sur l'abolition des élections. Enfin, on part du principe que par exemple en Suisse on a deux chambres, donc on a le Conseil des États qui représente les cantons et le Conseil national qui est la Chambre du peuple, qui est censé représenter le peuple. Et aujourd'hui on voit qu'on a un déficit en termes de représentativité dans cette chambre. Parce que les personnes qui sont élues, notamment aujourd'hui, vu toutes les barrières qu'elles doivent parcourir, en fait, c'est des personnes qui ont des moyens, qui ont peut-être étudié plus facilement le droit, qui sont peut-être plus connues aussi, hein, et puis donc ça prend des années pour être connu. Mais c'est tous des critères qui ne définissent pas forcément la compétence de la personne. Et donc l'idée, à force de lire, de voir ce qui se passe dans d'autres pays, l'idée de la nomination aléatoire, comme je l'appelle, donc par le moyen du tirage au sort, s'est trouvé être pour moi le meilleur moyen d'avoir une représentativité, un échantillon représentatif d'une population. Alors, pour une population donc, comme la Suisse, par rapport au nombre de votants, on devrait avoir autour des 400-500 membres au Parlement, on en a 200. Mais aujourd'hui, on se dit, sur le long terme, à force de tirer au sort des gens, on va obtenir cette représentativité qui sera forcément meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a des parlementaires, bon, en moyenne il reste 12 ans, mais il y a des parlementaires qui restent pendant 20 ans en poste. Et puis notre proposition, donc, elle est d'abolir les élections, donc il n'y a plus d'élections pour le Conseil national, on remplace ça par le fait que chacun peut recevoir une lettre à la maison qui lui dit un jour vous avez l'opportunité de siéger au Conseil national, donc vous avez le droit de dire non, parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous avez autre chose à faire, ou bien vous avez le droit d'accepter. Puis si vous acceptez, en fait, vous engagez aussi à suivre une formation, parce qu'on ne peut pas arriver là-bas et rien savoir. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de formation. Les politiciens apprennent ça sur le tas, et donc là, on améliorerait le système en quelque sorte. On a déjà vu l'année passée, je crois que c'est l'association suisse des cadres qui propose maintenant des formations pour les exécutifs communaux. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait une formation similaire au niveau du Conseil national. Donc les gens feraient cette première année. Au lieu de se connaître de partis politiques différents, donc déjà avec un a priori, ils se connaîtraient comme quand on arrive dans une classe, on est la même volée.
Donc ça changerait un peu les relations entre les gens directement. Et puis, on espère que ça crée un autre état d'esprit aussi en politique. Ils ne sont plus là non plus pour se faire réélire. Ils ne sont plus là en étant en compétition les uns avec les autres. Donc ils sont plutôt enclins à collaborer. Parce que du coup, comme on aura pris les gens à peu près aléatoirement dans la population, on va plutôt avoir... aujourd'hui, plutôt à l'inverse, on a une sélection de gens qui sont entrés dans des mécanismes de compétition et donc qui vont essayer de montrer qu'ils sont meilleurs que les autres pour accéder à ces postes. Puis là, du coup, ça sera moins le cas. Et du coup aussi, comme on aura choisi un peu dans toutes les couches socio-culturelles, on aura aussi des gens qui vont apporter d'autres sensibilités au Parlement et puis qui vont prendre des décisions par rapport à ces sensibilités. Mais là, j'accélère un petit peu parce que sinon on va plus rien dire avec les mots-clés. Hein. Et puis la seule deuxième chose qu'on change aussi, c'est qu'on ne va pas changer les 200 personnes en même temps. On va avoir une sorte de tournus. Donc on va commencer avec 50. Donc quand on fera la transition avec le système actuel, on aura 50 qui ont été élus, qui partiront et qui seront remplacés par 50 qui ont été nommés aléatoirement. Et puis à la fin de cette première année, on en prendra 50 suivants. Donc la deuxième année, on aura 50 personnes qui seront là depuis une année et 50 nouveaux, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on aura comme des classes, comme à l'école. En fait, certains sont en première année, certains sont en deuxième année, certains sont en troisième année, certains sont en quatrième année, puis après, ils partent et ils sont remplacés par des nouveaux. Donc voilà. Et puis les raisons pour lesquelles on fait ça, c'est... On va y venir. Ok. Alors je pense que pour la petite introduction, ça fait... Est-ce que c'est clair? Dans le micro, je pourrais utiliser les papiers, mais c'est clair pour tout le monde quelle est la proposition de l'initiative? Donc, ok, parfait. Donc, je vais peut-être juste lire les mots-clés qu'on a mis sur le papier sans se consulter, un peu comme ça spontanément. On a compétence, pouvoir politique, manipulation, amateurisme, confiance, promesse, expertise, démocratie, représentativité, légitimité, délégation, service, communauté, milice, une deuxième fois légitimité et classe moyenne. Voilà. Donc, si vous en avez les autres, écrivez, vous les mettez là-dedans, on va commencer à tirer au sort. Donc on a une double chance de tirer de légitimité. Non, elle est peut-être pas innocente. Hein. Allez. Légitimité, voilà. Quand tout le monde se dit, peut-être qu'ils ont marqué que ce mot-là sur du papier, en fait. Donc alors, le principe, c'est que j'essaie de formuler une question par rapport à ça, la légitimité. Moi, en fait, en entendant la proposition d'initiative, le changement que ça propose, je me posais pas mal de questions. Alors, il faut pas que j'utilise l'autre mot parce que c'est un autre mot, mais par rapport à quel est finalement le but de la chose, à quel point c'est important que quelque chose soit représentatif, à quel point finalement ce qu'on essaie de refonder, c'est plus une légitimité du pouvoir politique, ou une relation entre citoyens et pouvoir politique. Donc voilà, ça c'est peut-être la question. Est-ce que ça c'est... Quel rôle joue cette relation de légitimité, que des gens finalement, dès le moment où on a un pouvoir politique, il peut s'exercer soit par la force, soit si les gens le reconnaissent comme légitime et s'y soumettent dans une certaine mesure. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, le moyen de mesurer cette légitimité, c'est l'élection. Donc on élit des gens, donc l'argument qui vient contre nous, c'est qu'on nous dit demain, le politicien n'aura plus de légitimité, parce qu'il n'aura pas été plébiscité par le peuple. Mais là, je pense qu'on doit changer aussi la manière de penser. Et puis déjà, d'une part, des moyens qui sont utilisés pour accéder à cette légitimité. Déjà, quand on pense au nombre d'absentéistes, donc la légitimité décroît violemment. Ensuite, au niveau de la légitimité, comment dire, c'est que le Conseil national, en fait, il est là principalement pour prendre des décisions pour la société. Et la qualité première qu'il doit avoir, c'est la qualité de représentativité. Et la question de la légitimité,
je pense qu'en tant que citoyen, on est légitime à prendre des décisions, donc on fait partie d'une communauté, et puis on a une communauté de décision aussi, et puis cette légitimité-là, on l'a parce qu'on fait partie, on est citoyen comme les autres. Et puis donc c'est aussi un moyen de mettre tout le monde à niveau par rapport à cette légitimité, et pas seulement de donner cette légitimité à des gens qui ont peut-être été soutenus, qui ont eu les moyens, ou et puis soutenus par, disons, les partis politiques aujourd'hui. Là je vais être un peu critique, mais il ne faut pas se leurrer, on se dit, voilà, tel ou tel parti, c'est tant de centaines de milliers de membres, en fait, au final, c'est que quelques personnes à la pointe de ces partis qui décident pour les autres. Et c'est une illusion de légitimité, en quelque sorte, selon mon analyse. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter à ça. Oui, mais au fond, quelqu'un, par exemple, on pourrait se dire, pour représenter Merci. On pourrait se dire que pour, disons, pour défendre, mettons, le bas de la classe moyenne, disons, et ce serait bien d'avoir quelqu'un qui, je ne sais pas, un délégué syndical, quelqu'un qui a fait du syndicalisme un petit peu dans sa vie, parce que c'est pas finalement que prendre des décisions, d'être au Conseil national, mais c'est aussi faire des propositions. Et puis finalement, moi je me demande, même si oui, alors ok, le délégué syndical en question, oui, il est dans un parti, à la pointe d'un parti, mais quelque part, j'ai la peine à le juger moins légitime. En fait, je crois que je juge plus légitime à défendre le bas de la classe moyenne que, je sais pas, moi-même qui aurait été tiré au sort, même si j'aime bien le bas de la classe moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Parce que c'est aussi, être homme politique, c'est pas seulement prendre des décisions, mais c'est quand même aussi porter une lutte, avoir des convictions, puis les porter. Ça, c'est pas politique, c'est se battre aussi pour des convictions. Oui. Alors là, je vais peut-être prendre juste un exemple. Moi, par exemple. Je ne suis pas élu, donc je ne suis pas un homme politique, mais je m'engage quand même dans un projet politique. Je rassemble des gens autour de ce projet politique. C'est-à-dire, dans le futur, si un homme politique qui aurait peut-être fait une carrière politique ne peut pas la faire en étant élu, il y a d'autres manières de le faire. Justement, et puis cette force de proposition politique, elle ne disparaît pas. Maintenant, cette force de proposition politique est surtout axée autour des partis qui utilisent ça aussi pour des raisons de ce que j'appelle marketing, parce qu'ils doivent se vendre, ils doivent avoir des parts de marché, si on veut. Et puis, par rapport à la défense ouvrière, alors là, justement, toute la réflexion, c'est de se dire, aujourd'hui, ceux qui accèdent à ces postes au Conseil national, c'est des gens qui ont des salaires assez élevés et qui n'ont pas cette perception des problèmes de la classe inférieure ou moyenne. Et puis là, je vais peut-être sortir un exemple du monde des startups. On avait rendu visite à une startup américaine qui avait développé un test sanguin pour les femmes enceintes en Afrique, qui ne trouvaient pas de financement, et quelqu'un leur a dit, mais en face de vous, vous avez des hommes de 50 ans, dites-leur que c'est pour détecter des maladies liées à la prostate. Et du coup, ils ont trouvé leur financement. C'est juste pour se dire, les gens qui décident le font en fonction de leur propre vécu et de leur propre cadre aussi, de leur propre milieu social. Et aujourd'hui, c'est passé, on a eu sur en ligne directe, si jamais vous pouvez le retrouver le vendredi d'avant, il y a eu le débat factuel aussi à vérifier. Le Conseil national aujourd'hui n'est pas représentatif de la population. Et par sa définition, ça devrait l'être. C'est un peu ça. Et puis ce qui m'inquiète par rapport à ce qu'on peut observer aux États-Unis, dans l'Union européenne, c'est qu'il y a une infiltration aussi des systèmes politiques, parce que des systèmes des lieux de pouvoir aussi, qui sont infiltrés soit par des groupes économiques qui placent leurs hommes en politique, ou qui essaient de séduire les autres. Et c'est un peu contre ça que cette initiative veut agir. Confiance. Mais remettez le pas dedans, sinon on risque de... Finalement, on gravite un peu autour de du même thème. On peut dire qu'on donne de la légitimité à qui on fait confiance. Et je pense que c'est quelque chose finalement par rapport à une structure de parti politique où on va faire confiance à certaines personnes qui nous convainquent, ou peut-être par tradition, par une tradition familiale. On a plein de raisons de pourquoi faire confiance à certains partis plutôt qu'à un autre. Ils défendent nos intérêts, ou du moins on a l'impression.
pour moi, la question se pose aussi de dire, par rapport à quelqu'un qui va être investi d'un certain pouvoir, quelles seraient les différentes façons de leur donner de la confiance. Je pense que dans un rapport, on va dire, de personnes qui sont qualifiées, de personnes qui sont quelque part fait un chemin pour arriver à un certain niveau d'expertise, de connaissance, pour justement être dans un parti ou dirigeant syndical, ce genre de choses, on fait confiance par rapport à une certaine compétence, par une certaine autorité. Est-ce que c'est la seule confiance sur laquelle on peut se baser au niveau d'une communauté? Ça va justement alors de toute une structure hiérarchique aussi de connaissances, une structure qui est aussi qui a ses propres vecteurs pour définir qu'est-ce qui est connaissance et qu'est-ce qui n'est pas. Par exemple, je pense que toute une forme d'expérience plus populaire, on va dire, l'expérience du boulanger, l'expérience du dépendant à l'héroïne sur la drogue, par exemple. Là, je prends un cas extrême juste pour un peu marquer la chose. C'est quelque chose, pour moi, c'est une question de dire à qui peut-on faire confiance par rapport à certains sujets, aussi simplement par rapport à une vraie confiance humaine de personne à personne. Donc ça, c'était aussi une question par rapport à Tireurs au sort. Dans quelle mesure est-ce que ça pourrait justement activer, remplacer ou ajouter une autre relation de confiance aux personnes qui sont investies d'un pouvoir décisionnel? Oui. Là, effectivement, c'est clairement aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est que quand on se dit c'est mon voisin que je déteste qui pourrait recevoir la lettre, là on est tout à fait contre, c'est qu'on n'a pas vraiment confiance aux autres. Par contre, quand on observe le mécanisme inverse et puis qu'on se dit si moi je recevais la lettre, qu'est-ce que je ferais? Alors il y a des gens qui se disqualifieraient, comme on l'a dit avant, qui se disent non, c'est pas pour moi, c'est trop gros, je suis pas capable, et puis c'est très bien comme ça aussi. Mais normalement, les gens se font beaucoup plus confiance qu'ils font confiance aux autres, déjà c'est ça. Puis après, par rapport au modèle actuel, à l'élection, on dit on fait confiance parce qu'on connaît la personne, mais en fait, on ne la connaît pas vraiment. Elle-même ne se connaît peut-être pas vraiment non plus. Et puis, ce qui me gêne dans le système actuel, c'est qu'on a toujours un lien de redevabilité, de dépendance. Parce que si une personne est élue, elle est élue souvent grâce à un groupe politique qui, je prends toujours cette image là les politiciens, c'est des petites marionnettes sur les doigts d'une main, et puis la main c'est le parti, derrière on a des lobbies, des gens qui financent, et au final on change les marionnettes de temps en temps, mais il y a toujours ce lien en fait aujourd'hui. Et on manque de politiciens qui sont indépendants, même s'ils sont de bonne volonté, ils ont toujours ce lien. Et après il y a des mots d'ordre du parti qui court-circuitent un peu leur volonté propre en tant qu'individu, en tant que conseiller national. Ils doivent se conformer à ça. Donc même si on leur a fait confiance, en fait, eux-mêmes ne sont pas libres d'exercer cette confiance qu'on a placée en eux. Et je pense qu'effectivement, c'est un grand débat si on adopte ce système par de nomination aléatoire. C'est vrai que c'est aussi un signe de confiance en l'autre, et de se dire qu'aujourd'hui, même un chauffeur de taxi, on n'est pas obligé de faire est conscient du monde dans lequel il vit, et puis on n'est pas obligé de faire des études pour comprendre les choses. Il y a la formation. On observe ça dans les législatives, les petites communes suisses. Et, pour travailler dans un exécutif d'une petite ville, je trouve que c'est pas toujours pour le mieux, quoi. Dans quel sens? Cette représentativité, justement, du boulanger, je sais pas quoi, je veux dire, c'est pas forcément pour le mieux. Mais peut-être parce que le cadre n'est pas... En Suisse, ça existe déjà, au niveau, par exemple, des législatives de petites communes. Et vous dites qu'il y a donc de mauvaises expériences par rapport à ça? Oui, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de... Justement, c'est aussi... Quand on a monté le projet, il y avait cette idée, on nous disait, mais vous allez mettre en politique des gens qui n'ont aucune idée. Et puis c'est pour ça qu'on a mis en place cette formation introductive, donc, qui durerait pendant 1 année, et qui expliquerait le fonctionnement des institutions, les thèmes d'actualité, et puis aussi le cadre dans lequel ils doivent exercer leur mandat, donc, au niveau de la corruption, l'égalité, etc. Et puis par contre, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as précisé avant, les députés, ce ne sont pas des experts. Les députés, autour d'eux, ils consultent aussi beaucoup de gens avant de prendre une décision. Ça coûte cher. Et donc ils ont surtout besoin de bon sens et puis d'esprit d'analyse. En vrai, c'est vrai que tout le monde ne l'a pas. Juste pour ajouter, parce que c'est clair qu'on peut toujours trouver des exemples négatifs, mais il y a aussi beaucoup d'exemples positifs par rapport à une large participation
un exemple le plus connu, c'est le budget participatif au Brésil, à Porto Alegre, où c'est une chose qui par la pratique se développe. Je pense toujours, c'est comme si maintenant, on a un système parlementaire, etc., que tout le monde connaît plus ou moins. On a l'impression que, bon voilà, ça existe, ça fonctionne. Mais il y a une pratique qui a dû se développer autour de ça. Si on prenait au pied de la lettre juste les règles qui définissent le fonctionnement d'un système parlementaire, il ne fonctionnait pas. Il y a un apprentissage qui s'est fait par rapport à ça. Il y a plutôt un développement d'une culture, finalement, d'une politique liée à un certain jeu de règles. Donc, je pense que c'est un peu de dire, bon, ça se fait et ça ne marche pas bien. C'est pas encore de dire que c'est pas possible. Dans le sens, il faudrait un peu comprendre quelles sont toutes les démarches. On est en train de, si on parle d'une chose qui finalement qui n'existe pas vraiment, ou qui existe marginalement, il faut essayer un peu de voir quelles sont les possibilités d'évolution, à mon avis, plus que de voir quel est le résultat actuel. Mais comme je disais, il y a énormément d'exemples qui sont locaux, mais qui fonctionnent. Et je pense que ce genre de... Si on commence à parler d'une participation, on va dire, radicale, c'est forcément aussi quelque chose qui devrait se décliner selon des couleurs différentes, suivant là où ça se passe. Parce qu'on va avoir, on peut pas, c'est pas une règle, on va dire, universelle qui s'applique partout de la même façon. On a à voir avec des différences, on a à voir avec... Donc, je pense aussi, on doit, si on veut penser hors d'un cadre actuel, on doit essayer de penser quelles sont les possibilités d'ajustement, les possibilités de développement à partir d'une certaine proposition, et pas seulement essayer d'en avoir un jugement définitif par rapport à des expériences actuelles. Et je pense que ça c'est aussi un désir d'efficacité, un désir qui est justement très problématique en ce moment, c'est-à-dire que tout doit être rentable, tout doit être efficace dès le moment où on met en place. Ça c'est une pensée très, on va dire, pragmatique économique qui commence à s'appliquer à plein de niveaux. Alors bien sûr, si on pense cette logique de l'efficacité, d'un pragmatisme radical par rapport à, on va dire, une certaine marge de chaos à voir avec le petit tirage au sort, mais qui a aussi à voir simplement avec une diversité intrinsèque à une population, bien sûr, c'est pas très compatible. La question, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on va aller au final. Je pense qu'il y a des adéquations qui se font dans certaines lignes de pensée, économiques, politiques, etc. Et la question, c'est un peu de savoir, déjà, bien sûr, si on est d'avis que certaines choses doivent changer, que ce soit politiquement ou économiquement, et deuxièmement, quels peuvent être les moyens de mettre des choses en branle. Donc je pense que, comment dire, le fait que quelque chose marche ou ne marche pas devrait être un peu plus relativisé, ou on devrait enrichir cette notion du marché, du pas marché, du fonctionnement, avec plus de paramètres, disons. Je ne sais pas si quelqu'un veut tirer un truc. Allez-y. Vous voulez rajouter quelque chose? J'ai juste une question, parce que la question que je me pose, c'est pour être plus égal dans la distribution du pouvoir. Mais le problème, à mon avis, réside dans le fait qu'il y a un bon nombre de personnes qui vont refuser. Il y aura une autosélection des gens qui vont être d'accord de faire partie du système. Et dans ce sens-là, vous créez de nouveau une espèce de classe ou d'oligarchie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Oui. Alors je pense que vous avez là tout à fait raison. Il y aura des gens qui vont pas vouloir y aller. Mais par contre, on aura les gens qui vont dire mouiller dans les jeux politiques pour accéder à ces postes, mais qui seraient des bons décideurs, des bonnes personnes pour prendre des décisions. Et je connais personnellement plein de personnes, plein de gens qui sont dans ce cas de figure-là, qui n'ont pas du tout envie de faire de la politique dans le cadre actuel. Donc ces combats, voilà, qui sont peut-être pas toujours francs et honnêtes. Et puis, par contre, qui seraient tout à fait prêts à s'engager pour des thèmes de société et puis participer à la vie politique de cette manière-là. Et si on leur proposait directement ce mandat, ils l'accepteraient. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de se mêler au monde politique. Oui, une autre question? Actuellement, un engagement au Conseil national équivaut à peu près à 50% d'activité. Comment est-ce que tu fais pour que les gens, tout un chacun, se disponibilisent comme ça du jour au lendemain à 50% pendant 4 ans? Il y a beaucoup d'emplois ou d'employeurs, ça ne fonctionne pas. 5 ans. 4 ans, il a dit. 4 ans, ouais. La formation.
Oui, avec la formation. Voilà, la formation sera à un taux plus réduit. Oui. Est-ce que tu changes aussi le fonctionnement du Conseil national? Non. Dans quel sens? Pour faire qu'il y ait une participation moins importante ou pour faire qu'elle soit... Parce qu'en l'occurrence, les conseillers nationaux, justement, ils prévoient ça dans leur environnement professionnel. Et puis tu prends le boulanger, si on lui dit du jour au lendemain, ok, tu acceptes, mais tu dois 50% de ton temps, tu vas le passer au Conseil national pour faire part de tes idées. Comment elle tourne sa boulangerie? Surtout que c'est que 4 ans. Et qu'il ne l'a pas prévu parce qu'il a reçu une lettre un matin. Non, mais c'est quand même ça, il le reçoit probablement 2 ans avant, le temps de s'organiser, d'organiser, d'accepter. Donc on ne va pas précipiter, c'est pas dans le contexte de l'initiative, mais ça va, dans la pratique, je pense que ça va se faire assez en avance. Et puis je vais dire juste le 50%, donc il est théorique. Aujourd'hui, on a des conseillers nationaux qui arrêtent toute activité et qui se consacrent qu'à ça, donc ça varie entre 50 et 100%. Et puis le salaire qui est associé est quand même assez intéressant. Ça varie entre 120 et 140 000 francs par année. Donc je pense que le boulanger ou quelqu'un peut facilement mettre, s'il le veut, parce que c'est toujours volontaire, il peut se dire, pendant 4 ans, puis après je me mets de l'argent de côté, et puis après, je pense qu'avec une expérience de conseiller national, c'est bizarre parce que maintenant c'est vrai que ça paraît quelque chose de très... un conseiller national quand même. Et c'est vrai que demain, quand on se dira mon boulanger il était conseiller national, peut-être ou mon garagiste, puis qu'on aura plein de gens comme ça autour de nous, on se dira tiens, il y aura peut-être plus la même aura autour du poste, ça c'est vrai. Donc on doit changer, même moi ça me fait sourire, on doit changer un peu la manière de penser. Mais je pense que vu qu'il y a cette compensation en salaire, et que c'est quand même une expérience de vie qui est quand même fascinante, de prendre part à la vie politique d'un pays, je pense que les gens après coup auront le temps de rebondir, mais c'est vrai que ça va faire se poser des questions à beaucoup de gens. Et par contre, je pense que des chefs d'entreprise, là, ils auront plus de peine, indépendants. Ouais. On va sauter un peu. Légitimité. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rebondir là-dessus? Quelqu'un se sent assez le légitime. dernier, donc c'est... Le boulanger, il est légitime. Alors. Ce qui fait qu'il va pas manger, tire-moi sur puis oui. Du coup, les gens qui doivent éduquer les conseillers, les gens qui doivent éduquer les conseillers nationaux, alors quelle légitimité eux ils ont? Ouais. Alors ça c'est aussi une très bonne question. Donc c'est pour ça que dans le texte législatif on va être succinct, on va dire que ça va être une formation. Le texte définitif va être déposé en avril 2016. Donc on a le temps de travailler. Donc pour les gens qui sont intéressés à participer au projet, vous pouvez nous contacter. Mais le but avec cette formation, c'est d'aborder des thèmes qui sont assez neutres. Et puis d'inviter, par exemple, pour le fonctionnement des institutions, c'est assez neutre en fait. On explique comment ça marche. Après, pour les thèmes d'actualité, effectivement, là, il y aura des variations. Et on tâchera d'inviter les gens qui travaillent déjà sur ces thèmes aux commissions, qui ont peut-être des avis différents pour s'exprimer sur le sujet. Et puis après, pour le troisième point, c'est purement juridique ou légal. Donc là, il y a peu de chances qu'il y ait une sorte de manipulation dans la formation pour détourner les gens, en fait. Ouais. Mais effectivement, c'est une bonne question. Vous êtes d'accord? Compétences. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de justement très douloureux quelque part, parce que la question est de savoir, si on a des gens de bonne volonté qui utilisent finalement leur expérience personnelle pour la mettre au service de la communauté dans les processus décisionnels, etc., ils n'ont pas forcément justement la compétence, l'information nécessaire pour juger sur tous les cas, donc ils vont bien sûr, comme c'est le cas actuellement, dépendre d'experts, de conseils, etc. Donc là, on se retrouve, si on limite quelque part un changement dans les institutions à
au tirage au sort, avec la position des experts, qui revient presque au même de dire la position des lobbies, renforcée en fait. C'est-à-dire que cette espèce de gouvernement de l'ombre qui va fournir certaines informations, qui va finalement pouvoir canaliser quel type d'expertise est fournie, va se retrouver renforcée parce qu'il n'y aura plus justement tout un appareil de parti qui est capable d'un contre-pouvoir par rapport à ça. Donc comment est-ce que tu vois la gestion de ce problème-là? Ouais. Alors, déjà, je pense qu'il faudrait, c'est bien qu'il y ait cette discussion parce qu'on peut prendre conscience. Actuellement, aujourd'hui, on a déjà ce biais-là qui est, par exemple, je sais que pour le domaine de la santé, on n'a pas de contre-lobby des pharma. C'est-à-dire que quasiment toutes les informations que les conseillers nationaux reçoivent viennent de ces milieux-là, de ces lobbies-là. Et il n'y a pas de mouvement citoyen. Voilà, on a vu Alain Berset qui demande justement à ce qu'il y ait ces groupes citoyens de réflexion sur la santé soient une place plus importante. Et c'est vrai que là, c'est un manque actuel. Mais c'est difficile parce que d'un côté, ces groupes citoyens, ils sont financés par personne. Et puis, aujourd'hui, on sait qu'on a tous énormément de choses à faire. Et puis, il y a très peu de gens qui se mobilisent pour ça. Et puis, c'est des domaines hyper pointus. Donc, je pense que ce domaine-là, il est déjà problématique aujourd'hui, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on ne va pas voir à Berne ce qui se passe. Mais quand on parle avec des gens qui sont à Berne, on se dit que... on s'en rend compte. Et puis, comme je l'ai dit avant, en fait, les conseils nationaux, ils prennent des sons de cloche, ils essaient d'avoir plusieurs sons de cloche avant de prendre une décision. Demain, je pense que les conseillers nationaux qui seront nommés de cette manière le feront aussi. Et puis c'est à nous, en tant que citoyens, justement, de se mobiliser pour des thèmes qui nous intéressent et puis de créer ces contre-lobbies des milieux économiques. Oui. Pour pas que ce soit seulement l'argent qui prenne le dessus dans nos décisions. Mais c'est aussi pas important. Oui. Est-ce que, au fond, avec un monde qui se complexifie autant au niveau de la santé que de l'économie, que de l'industrie, il y a énormément de domaines, tous les domaines, à mon avis, se complexifient, est-ce qu'on ne se retrouve pas en face d'une sorte de... un petit peu d'aveu fataliste, de se rendre compte qu'au fond, on va être systématiquement en proie à des experts dans tous les domaines? Est-ce qu'au fond, c'est pas eux qui auront véritablement le vrai pouvoir à travers cela, dans la mesure où, effectivement, le changement par un système aléatoire d'élection, de nomination au Conseil national, il reste encore des domaines de compétences qui seront affiliés justement au Conseil fédéral, etc. Et dans un cas ou dans l'autre, de toute façon, on va faire confiance au discours des experts qui, au final, nous laissent un peu pantois quand on ne connaît pas le sujet. Mais la différence, si je compare le système actuel avec le système qu'on propose, c'est que dans le système qu'on propose, a priori, les gens n'auront pas un lien, une affinité particulière avec les pharma ou avec les banques. Tandis qu'aujourd'hui, ce lien d'intérêt, il est déjà à la base, en fait. Je ne sais plus quel conseiller aux États a mis sur le site du Parlement son adresse professionnelle chez Elzana, par exemple. C'est un assureur. C'est quand même... on voit qu'il ne défend pas vraiment le bien commun ou l'intérêt général. Et puis donc avec notre système, tous ces liens d'intérêt seront beaucoup plus faibles en fait. Et le mandat plus court aussi rendra le travail des lobbies, de séduction des lobbies plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, si on reste que 4 ans, ces relations elles sont plus difficiles à mettre en place aussi rapidement. La question c'est peut-être est-ce qu'il n'y a pas une initiative corollaire qui devrait se profiler dans le sens où c'est, comment dire, on pourrait se dire qu'il faudrait un système aléatoire de désignation des experts, quelque part. Il faut pousser la logique plus loin pour obtenir cette légitimité de l'expertise, par exemple. Mais peut-être que, moi je peux imaginer que finalement, des problèmes subsistent, mais ils deviennent plus apparents. Ce qui ne veut pas dire que ça risque de devenir pire, quelque part, mais au moins, quelque part, c'est des choses qui deviennent plus urgentes. Un problème principal qu'on a, c'est même dans le système actuel où quelque part des dirigeants politiques dépendent d'une confiance qui leur est donnée par des citoyens,
cette confiance, elle se base aussi sur ce qu'on sait. Elle se base sur la croyance finalement qu'il y a une espèce d'objectivité dans la décision politique, alors qu'on sait que justement par tout un travail de lobby qui est un bras, on va dire, un bras de la finance tout simplement, parce qu'un travail de lobby a besoin de beaucoup d'argent, que toute cette confiance finalement elle est biaisée. Donc la question est de savoir est-ce que c'est pas moi je joue bien sûr le méchant là, mais en le rendant plus conscient, en le rendant plus évident, parce que si on a finalement, dans le cas de l'initiative que propose Charlie, un conseil national d'amateurs, on sait pertinemment que ce sont des amateurs, alors la question de l'expertise va se poser d'une façon vachement plus pointue, parce que du fait qu'on ne va pas leur faire confiance en tant qu'experts, on fait confiance justement en tant que citoyen lambda. Donc on va pouvoir se dire, mais bon, comment est-ce que je prendrais moi une décision? J'ai pas l'expertise pour le faire, donc je dépends d'une expertise qui doit exister quelque part, donc ce problème-là devient plus conscient, donc appelle peut-être à des solutions ultérieures. Mais bon, bien sûr, on ne fera pas d'omelette sans casser les œufs, de nouveau. Voilà. Mais si je peux dire un truc par expérience personnelle d'un lobbyisme que j'ai effectué au Parlement, justement, en tant que citoyenne participative, j'ai pu faire aboutir un projet, mais je me suis appuyée sur des experts, personnellement, qui ont écrit un livre sur le sujet bien précis. Je ne vais pas faire la publicité, mais voilà, sur ce que c'est. Et ce qui était très drôle, c'est de voir que j'ai lobbyé à droite et à gauche, et à gauche, ça s'est bien passé, parce qu'ils étaient d'accord avec le principe qui était évoqué dans les livres de ces avocats pour renvoyer une loi au Conseil fédéral. Mais à droite, bon, c'est pas pour faire la différence entre droite et gauche, parce qu'ils ont été tous les deux très professionnels, mais quand même à droite, c'était du style, notre expertise est la seule valable, ces gens qui ont écrit ce bouquin, ouais, c'est très bien, mais voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites est très important, c'est que l'aléatoire doit être aussi appliqué chez les experts, quoi. Le tirage au sort aléatoire doit être vraiment... Parce qu'en plus, du côté de la gauche, ils ont proposé ces experts externes qui ont été refusés par la droite et qui ont fait un travail mais fabuleux sur cette loi, quoi. Je veux dire, je donne un petit exemple, mais sans donner de détails parce que je n'ai pas envie de faire de publicité. Et c'est très important que déjà la conscience citoyenne d'intervenir, et c'est ce qu'on a en Suisse, même si on n'a pas encore appliqué le système de tirage au sort, on peut intervenir en tant que citoyen individuel si on n'est pas content sur quelque chose. Et c'est pas vrai, l'histoire des petites communes, moi je trouve c'est génial en Suisse ce qui se passe, parce que j'ai vécu dans des pays étrangers, c'est pas la même chose. Allez en Italie dans une petite commune, vous verrez hein, le syndic qui se met tout dans la poche, terminé, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de participation fabuleuse. Si vous allez à Bologne, peut-être dans le Nord, voilà, ça peut... Mais la loi, c'est voler, quoi, en Italie. On vole le voisin, point final. Alors, je veux dire, si on commence dans un pays comme celui-ci à comprendre qu'on a déjà des instruments incroyables, mais il faut vraiment, oui, les experts, c'est dangereux, c'est très dangereux. Parce qu'ils ne permettent pas, quand ils sont désignés par un parlement, ils ne permettent pas que d'autres experts entrent en ligne de compte, qui ont fait un super boulot, quoi. Là, ça me ramène vers cette... Pardon, hein, j'ai fait très long. Mais... Non, c'est intéressant. Aussi, ça va faire rebondir sur les jeux politiques, en fait. Voilà, ouais. Avec ce rebond gauche-droite et que... Voilà, ouais. Voilà, des experts qui sont de gauche, donc on est de droite, donc on n'accepte pas leur expertise, avec les thèmes aussi, qui sont pris en otage pour des combats politiques, etc. Et ceux qui ont écrit le bouquin, les avocats experts, étaient plutôt libéraux. C'est ça qui est marrant. Hein. Donc c'était une compétition entre libéraux. Ah non, je suis meilleur, toi t'es moins bien. Voilà. Je peux juste vous interrompre. Si on veut respecter les 45 minutes qui nous sont imparties, on a encore 7-8 minutes. Donc je propose peut-être qu'on, pour un peu couvrir plus de terrain, qu'on accélère un peu le tirage au sort. Donc là, ce que j'ai tiré, c'est milice. Donc ça, c'est, je l'ai sorti parce que, je l'ai écrit, ce mot-clé, parce que la dernière fois que j'ai fait mon spectacle à Berne, ici en Suisse, on m'a dit, mais bon, ce que vous proposez quelque part, ça existe déjà. On a en Suisse un système démocratique qui est basé sur l'idée de milice, que voilà, les citoyens sont tous quelque part les politiciens. On peut dire oui, en théorie, peut-être. La question, c'est justement, est-ce
est-ce que l'idée de l'initiative, c'est justement ça, de redonner cette idée de milice, de lui redonner finalement sa valeur ou son sens. Ouais. C'est aussi un autre paradoxe, c'est qu'on est très fiers de la Suisse, en Suisse, d'avoir ce système de politique de milice. Mais en fait, quand on en regarde de plus près, en fait, on remarque que, vu les efforts qui doivent être fournis pour accéder à ces postes, et ben, la plupart des gens qui restent à la fin, c'est des gens qui font carrément une carrière. Et puis là, on doit revenir au système de milice qui est qu'en fait, on doit servir d'abord le bien commun avant de servir ses intérêts de carrière ou de son groupe d'intérêts. Et effectivement, là, je pense pour les opposants, ça va être aussi assez difficile de venir contre notre idée parce qu'elle, finalement, elle remet la définition de ce que devrait être le Conseil national. Et on ne garde pas seulement l'étiquette, mais le contenu aussi correspond à l'étiquette. J'ai tiré un point de légitimité, ce qui n'est pas possible, qu'on a déjà tiré 2 fois, donc je l'ai évacué. Maintenant j'ai tiré amateurisme. Moi j'ai personnellement l'impression qu'on a déjà couvert ce thème. Je ne sais pas s'il y a encore des remarques par rapport à l'amateurisme. Donc je vais chercher dessus. Tirage au sort et amateur. En ce moment. C'est un peu amateur ce que je fais, mais aussi parce que c'est écrit dans les couleurs différentes, je vois très bien qui est écrit. Bon, bref, on se comprend. Service communauté. Bon, là, en plus, j'ai répondu avant que tu Oui, voilà. Quelqu'un considère qu'il faut encore dire quelque chose sur ou aimerait qu'on se creuse la tête là-dessus. Service communauté. C'est pas directement lié, mais il y a aussi une question des idées qui mènent des projets à long terme. Il y a aussi un désavantage de décourager des gens qui pensent à une carrière politique, parce que peut-être il y a des gens qui restent intègres, on va espérer, et qui ont aussi des idées qu'ils aimeraient implémenter. Peut-être ils vont se dire dans 20 ans, peut-être je vais y arriver si je suis persistant, et puis aussi si j'ai une perspective, parce que si on n'a pas de perspective à long terme, on va peut-être pas non plus s'impliquer de la même manière. Et peut-être on va aussi décourager les gens, si c'est que pour une période limitée, de voir plus loin qu'une période de mandat très courte. Ouais. Alors, là, ça dépend des raisons personnelles pour lesquelles on s'engage, ouais. C'est vrai. Après, comme j'ai dit avant, on peut être en dehors on peut ne pas être élu et puis faire des projets politiques. Mais après, si on cherche quelque chose pour soi-même, effectivement, ça enlève un sucre qui est peut-être important pour certaines personnes, mais peut-être c'est pas non plus les bonnes personnes. Je parle de perspective, pas sucre. Si on voit une perspective... Mais quelle perspective, par exemple? Une perspective de pouvoir vivre de la politique en espérant que la personne qui choisit de faire la politique aimerait changer quelque chose. Disons, je pense que c'est mon cas, enfin, j'ai pas de... Enfin, cette perspective, c'est la perspective du changement. Le dossier est je sais qu'en faisant ça, je vais pas avoir... Je vais me mettre à dos les partis politiques. Le dossier est transféré à quelqu'un d'autre qui va être élu. Enfin, je veux dire... non, bon, on peut rester le porteur d'une idée, hein, voilà. et puis par derrière aussi pousser pour que ça se passe. Oui. Et si je peux juste répondre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a l'aspect dans l'initiative, le bicaméralisme reste, donc le Conseil des États est toujours élu, donc je pense un élément de réponse. Mais... Oui, oui, c'est vrai. Les partis politiques continuent d'exister aussi. Donc les partis politiques peuvent continuer d'exister aussi. Ouais. D'ailleurs, quand je croisais des conseillers nationaux récemment, je leur disais qu'ils me chambraient avec mon initiative. Je leur disais de vite aller au Conseil des États. Alors du coup, le Conseil fédéral, il est désigné comment? Ah bon, on change pas ça. C'est toujours la même chose, c'est toujours l'Assemblée fédérale, donc les deux chambres. Oui, mais donc le Conseil fédéral est quand même élu parmi les tirés au sort. Non, alors, peut être Conseil fédéral chaque citoyen. Oui. Donc de nouveau là, on a une étiquette, hein, dont on est fier. Mais en fait, ouais, dans la réalité, c'est des membres de l'Assemblée fédérale qui ont fait leurs preuves. Donc là, a priori, je pense que ça sera effectivement... ça va changer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer. Soit il y aura une animosité entre les conseillers aux États et les conseillers nationaux parce qu'ils seront de moins en moins souvent d'accord. Et puis donc les conseillers aux États ne seront pas forcément élus. Voilà.
ça pourrait être des conseils nationaux. Je pense que ça, indirectement, cette initiative peut changer beaucoup de choses, en fait, quand on réfléchit à ça. C'est vrai que... Juste pour ce point, juste pour ce point, j'ai peut-être une question. Si je comprends bien, dans cette idée, le Conseil national aurait une situation très spéciale. Il n'y aurait pas d'autres organismes qui seraient tirés au sort. C'est-à-dire, il y a le Conseil d'État qui est élu, il y a le Conseil fédéral qui est élu, et évidemment tous les parlements cantonaux. C'est-à-dire que dans cette idée, il y a une seule entité politique qui diffère totalement de tous les autres. Est-ce que là, il n'y a pas un problème, peut-être un problème de systématique du droit politique? Si, tout à fait. C'est pour ça qu'on pense à harmoniser les choses en proposant ce même concept au niveau cantonal. Est-ce que c'est pas pardon Antonio, mais est-ce que c'est pas justement un plus aussi? Parce que dans beaucoup de pays, on est en train d'abolir le Sénat, par exemple. Ce qu'on se dit, c'est que ça sert à rien, il y a un doublement, il y a une espèce de... et alors là, ce serait, par exemple, c'est la proposition de David von Rehbroek, par exemple, de transformer le Sénat pour le tirer au sort, pour lui donner finalement, pour le rendre plus un contre-pouvoir au Parlement élu. C'est-à-dire de redonner de la validité, de redonner de la légitimité finalement à une chambre qui est en train de se dissoudre finalement dans la plupart des pays, parce que c'est un redoublement. Donc là, à la place d'avoir un redoublement, on aurait justement une autre source d'avis, une autre source de position politique qui se compléterait, qui pourrait de nouveau fonctionner comme justement un... qui pourrait de nouveau fonctionner comme un contre-pouvoir, justement. Il ne veut pas s'arrêter. Arrête-toi. Je ne sais pas comment il marche mon téléphone. Ça. Et puis c'est vrai que je reviens sur une remarque qui avait été faite dans le spectacle par rapport à la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve effarant, c'est la présence du Conseil fédéral, donc qui est l'exécutif, et de l'administration qui est derrière, la présence dans les processus législatifs. Et que ce soit dans la conception des lois, jusqu'à la votation finale, donc le livret qu'on reçoit, le livret rouge qui est édité par la chancellerie fédérale, c'est le Conseil fédéral et l'administration fédérale qui est derrière. Donc ils travaillent pour le Conseil fédéral. Et puis c'est ça, les pouvoirs, mais en fait, et puis on a vu aussi que par exemple les juges fédéraux sont élus par l'Assemblée fédérale. Là aussi il y a des liens, je trouve qu'en termes de séparation des pouvoirs, en Suisse, on a une belle étiquette, mais au fond, il y a quand même des choses qu'il faudrait creuser. Voilà, on en parle au terme de nos 45 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une ou deux dernières choses que certaines personnes veulent ajouter. Oui. Micro avec bonsoir. Ça va pas être vraiment lié au débat, mais en fait, voilà, vous êtes ici, donc ça voudrait dire que ce sujet vous intéresse. Il se trouve que je fais une thèse sur le retour du tirage au sort en politique et notamment quels seraient les parcours susceptibles d'avoir favorisé une disposition à trouver un intérêt dans l'idée, que ce soit pour X ou Y raison. Et donc voilà, ceux qui sont d'accord pour faire des entretiens, je vous invite à venir me voir et à me laisser vos coordonnées. Je suis sur Lausanne, mais je me déplace et voilà, votre avis m'intéresse pour savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, et puis merci d'être là. Désolé, c'est pas une contribution directe au débat, mais à long terme, j'espère que ce sera une. Merci. Il y a peut-être une chose aussi que, on a parlé de ces pots de terre qui remontent à des souvenirs grecs. C'est vrai qu'on parlait de légitimité, c'est aussi un peu toujours ça, qui est notre éducation, la démocratie c'est grec, c'est machin, etc. Mais au fond, ils avaient effectivement aussi compris ce principe-là qu'il y a des postes qui demandent une expertise, il y a des postes qui demandent une compréhension profonde du domaine. Effectivement, on a envie que le stratège qui protège la ville ait une expérience militaire, c'est évident. Mais en même temps, il y avait aussi cette compréhension-là que, au fond, le processus démocratique, ça doit être représentatif. Et je pense que justement, si on veut vraiment être à la hauteur des prétentions qu'on a vis-à-vis de cet héritage grec qui nous fait
qui nous fait tant rêver les uns les autres. Il faudrait justement être capable aussi de comprendre qu'ils ont essayé de résoudre le problème de la corruption politique à travers une représentativité aléatoire, quoi. Et qu'effectivement le fait de pouvoir siéger et de toucher une rémunération que quelqu'un qui tenterait de se l'approprier par des moyens sournois puisse être à la portée de tout le monde, et justement que ça court-circuite de corruption ambiante qui peut arriver dans la démocratie. Très belle conclusion. Merci, belle conclusion. Voilà, merci du courage, de votre courage d'avoir rebravé la chaleur torride de cet espace. Bien sûr, la discussion continue. Comme disait Charlie, le texte va être rendu en avril, donc il est encore en développement. Donc si vous avez des choses à contribuer, je pense que... Comme nouvelle, hein, bienvenue. Merci beaucoup, bonne soirée.